Quand on parle des chevaliers d'or dans Saint Seiya, il y en a deux qui sont presque systématiquement mis au bas de l'échelle. Aphrodite des poissons et Deathmask du cancer. Ils sont perçus comme faibles, lâches, voire inutiles par une bonne partie des fans. Mais cette image est-elle justifiée? Et si on avait simplement mal interprété ces deux personnages? Dans cette vidéo, on va démonter ces préjugés point par point et remettre un peu de respect sur le nom de Aphrodite et de Deathmask. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui partons en direction du sanctuaire, plus précisément au niveau de la maison des poissons et celle du cancer. Car oui, vous l'avez compris, on va s'intéresser au cas de Deathmask et de Aphrodite. Et pourquoi ils sont beaucoup trop sous-estimés? Déjà, pourquoi ils sont vus comme les plus faibles? La réponse tient en grande partie à leur rôle pendant la bataille des 12 maisons. Tous deux sont du côté du grand pop, donc présentés comme des antagonistes face aux chevaliers de bronze. Et dans cette dynamique, l'histoire les place en opposition à des héros qu'on veut voir triompher. Deathmask perd contre Shiryu et Aphrodite contre Shun, ces deux chevaliers de bronze qui ont des arcs très valorisés. Deathmask incarne littéralement la mort et le mépris pour la vie. Aphrodite, la beauté à tout prix, quitte à tuer pour elle. Ce sont des valeurs qui choquent, surtout comparées à la droiture des autres chevaliers d'or. Mais cette vision est influencée par la mise en scène et non par leur véritable capacité. Dans Saint Seiya, la puissance pure ne suffit jamais à expliquer une victoire. Ce qui détermine réellement la force d'un chevalier, c'est la cause pour laquelle il se bat. C'est une constante dans l'œuvre de Kurumada. Ce ne sont pas les plus expérimentés ni les plus entre guillemets logiquement puissants qui gagnent, mais ceux dont le cosmos brûle pour une cause noble, juste sacrificielle. Quand un chevalier se bat avec le cœur pour l'amour, l'amitié ou la paix, il est capable de briser toutes les barrières. C'est exactement ce qui se passe quand Shiryu affronte Deathmask ou quand Shun affronte Aphrodite. Ces derniers ne sont pas vaincus parce qu'ils sont faibles, au contraire, ce sont des chevaliers d'or et leur niveau est censé dépasser largement celui des chevaliers de bronze, mais ils sont incapables de faire exploser leur cosmos au maximum, parce qu'ils se battent pour une cause corrompue au service d'un faux grand pop dans une posture où leur justice est bancale. Face à eux, Shiryu et Shun mettent leur vie en jeu, se battent pour Athéna, pour leurs frères, pour sauver le monde. Cette différence de foi, de conviction fait toute la différence. Dans l'univers de Saint Seiya, un cœur pur transcende la force brute. Aphrodite et Deathmask, en servant une justice pervertie, se sont eux-mêmes limités. Pas physiquement, mais spirituellement et moralement. Leur cosmos est pas moins puissant, mais il est beaucoup moins lumineux, moins inspiré. C'est ce déséquilibre qui les mènera à la défaite, et non un quelconque manque de puissance réelle. Deathmask est souvent moqué pour sa défaite contre Shiryu et pour son caractère cruel. Pourtant, le chevalier du cancer est l'un des plus dangereux, et ses techniques sont parmi les plus terrifiantes de toute la série. Les cercles d'Hadès. Cette attaque ne se contente pas de frapper physiquement, elle expédie littéralement l'âme de l'adversaire dans le royaume des morts. Peu de chevaliers peuvent se vanter de manipuler la frontière entre la vie et la mort aussi directement. Deathmask est l'un des rares à pouvoir contrôler à ce point l'âme d'autrui, ce qui en fait vraiment un adversaire redoutable. Le combat entre Shiryu et Deathmask dans la maison du cancer, c'est beaucoup plus qu'un simple échange de coups. Deathmask, c'est pas juste un bourreau sadique, c'est un chevalier d'or qui croit vraiment à une justice absolue, impitoyable, celle du plus fort, celle du pouvoir établi. Il pense qu'il a raison parce qu'il agit au nom du grand pop, donc selon lui, il n'a même pas à se poser de questions, et cette conviction-là, ça en fait un adversaire ultra dangereux, presque inébranlable. Il balance Shiryu dans le monde des morts, il contrôle les âmes, il manipule la frontière entre la vie et la mort, comme si c'était un terrain de jeu, et pendant une bonne partie du combat, il domine clairement. Il est à l'aise, cruel, précis. Mais c'est là que le combat devient dingue, c'est pas la force brute qui va le vaincre, c'est la volonté de cosmos pur de Shiryu, qui est prêt à tout sacrifier pour défendre ce qui est juste. Et c'est ça qui fait la différence. Ce jour-là, Deathmask perd, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il n'a pas de cause juste à défendre. Et il y a aussi un autre détail super important qu'on oublie souvent, l'armure de Deathmask qui l'abandonne. Ça, c'est un vrai symbole. Dans Saint Seiya, l'armure d'un chevalier d'or, c'est le reflet de son âme. Et là, au fur et à mesure du combat, l'armure de Deathmask commence à se séparer de lui. Il a perdu le lien avec son armure parce qu'il a perdu son lien avec une cause juste. Si son âme avait été plus pure, s'il avait choisi de se battre pour des idéaux plus nobles, son armure ne l'aurait jamais trahi. Mais là, la violence et l'égoïsme ont pris le dessus et il a payé pour ça. Et franchement, à la fin, on pourrait presque dire qu'il l'a bien mérité. Si t'es pas capable de respecter la vie et l'honneur, ton armure te laisse tomber. Aphrodite est peut-être le Gold Saint le plus mal compris.
Son design androgyne, sa prestance efféminée et son obsession pour la beauté ont longtemps joué contre lui dans une œuvre virile entre guillemets comme Saint Seiya, et pourtant sa Royal Demon Rose est une des attaques les plus subtiles de toute la série. Il ne s'agit pas d'un simple assaut frontal, il empoisonne l'air, endort l'ennemi puis le tue lentement, une arme élégante, cruelle, silencieuse. Sa Rose Piranha attaque directement le corps à un niveau moléculaire, détruisant les tissus, et sa Bloody Rose, sa rose blanche, qui devient rouge en absorbant le sang de sa cible, est l'une des attaques les plus symboliques et poétiques de la licence. Le combat entre Aphrodite et Shun, c'est pas juste entre guillemets un boss de fin avant la salle du grand pop, c'est un duel chargé de sens, hyper profond. Aphrodite, c'est pas un psychopathe, c'est un mec qui croit vraiment que la beauté, c'est la justice. Pour lui, tout ce qui est laid, tout ce qui est faible ou imparfait mérite de disparaître. C'est sa vision du monde, et dans sa manière de se battre, ça se ressent. C'est rose, c'est pas juste joli, c'est mortel, silencieux, précis. Il est pas là pour faire le show, il est là pour tuer. Et ce qui est fort, c'est qu'il pousse Shun dans ses retranchements, il l'oblige à se battre pour de vrai, à dépasser son côté pacifiste, à assumer qu'il est puissant. Il lui dit en gros, tu veux protéger la vie, alors sois prêt à affronter la mort, Coco. Ce combat, c'est pas juste un duel, c'est une confrontation entre deux philosophies. Et ouais, Aphrodite perd, mais il tombe avec une prestance incroyable. Il est beau, fort, froid, et il force même son adversaire à évoluer. Et il y a un truc que beaucoup de gens oublient, c'est qu'Aphrodite a quand même éliminé Albior, le maître de Shun, et pas dans un combat épique à rallonge, il l'a battu sans effort. Et il faut pas sous-estimer ce que ça veut dire. Albior, c'est pas un random, c'est un chevalier d'argent très respecté et super puissant, et surtout le gars qui a formé Shun, l'un des chevaliers les plus dangereux de tout Saint Seiya. Ce mec-là, Aphrodite, l'a dégommé comme si c'était rien, et ça nous montre une chose. 1. Le gap de puissance énorme entre un Gold Saint et un Silver Saint, et 2. Que Aphrodite est pas juste stylé avec ses roses, c'est un vrai tueur propre, méthodique, qui n'a même pas besoin de forcer pour vaincre. Il est pas là pour faire du bruit, il est là pour finir le job. Dans Saint Seiya épisode 0, on découvre une facette beaucoup plus sérieuse et dangereuse de Deathmask et Aphrodite, bien loin de l'image entre guillemets des losers qu'on leur colle trop souvent. Dans épisode 0, le prologue officiel du manga raconté du point de vue de Aiolos, on assiste à un moment clé de l'histoire du sanctuaire, la tentative d'assassinat du bébé Athéna orchestré par le grand pop. Et ici, Deathmask et Aphrodite jouent un rôle central dans la chute de Aiolos. C'est simple, ils ne sont pas présentés comme des faire-valoir, mais comme deux chevaliers d'or loyaux envers le pop, implacables dans l'exécution de ses ordres et capables de mettre Aiolos lui-même en difficulté. On parle quand même d'un mec considéré comme l'un des chevaliers d'or les plus nobles et plus puissants, et pourtant face à Deathmask et Aphrodite, ils galèrent à s'en sortir. Ils ne le battent pas du tout à eux seuls, mais ils contribuent clairement à l'affaiblir, à l'isoler et à le pousser à fuir avec le bébé Athéna. Leur attaque est stratégique, coordonnée, sans pitié. C'est eux qui le coincent, qui lui mettent la pression pendant que Shura porte le coup final. Ce sont des soldats disciplinés, mortels, efficaces. Épisode 0 nous rappelle que, avant d'être vaincus par des chevaliers de bronze en quête de justice, ils faisaient partie de l'élite du sanctuaire, et qu'ils étaient pris très au sérieux par des chevaliers comme Aiolos. C'est une preuve supplémentaire qu'ils ont été sous-estimés à cause de leur rôle narratif dans la série principale, mais que leur puissance, elle, est bien réelle. Les chevaliers d'or du cancer et du poisson souffrent aussi beaucoup du traitement en dehors de leur manga original. Par exemple, dans le film Legend of Sanctuary sorti en 2014, Aphrodite et Deathmask sont clairement tournés en dérision, et ça n'a fait que aggraver leur réputation déjà fragile et bancale. Aphrodite, on le voit, 2 secondes à peine, il n'a même pas le temps de montrer la moindre technique ou d'ouvrir la bouche. Il arrive, il se fait one shot, c'est censé être le chevalier d'or des poissons quand même, l'homme qui manipule des roses capables de tuer en silence, de manière invisible, et là on nous le jette à l'écran juste pour dire qu'il est mort. Et que dire de Deathmask ? Là, c'est encore pire. Il est transformé en une espèce de caricature grotesque. Il chante de l'opéra en mode clown de cabaret, comme si c'était un méchant de Disney version ratée. Aucun sérieux, aucune aura de menace. Alors que dans le manga, c'est un chevalier d'or terrifiant qui envoie ses ennemis dans le monde des morts avec une attaque aussi symbolique que redoutable. Dans le film, il n'est là que pour faire rire, mais pas dans le bon sens. On a l'impression que les scénaristes ont juste pris les deux Gold Saints les plus entre guillemets mal aimés par la fanbase pour en faire des paillassons.
comme pour valider l'idée qu'ils sont inutiles, sauf que c'est totalement injuste par rapport à leur rôle dans l'œuvre originale. Ce film a réussi l'exploit de réduire deux personnages complexes à des figurants dans leur propre maison, et ça franchement c'est une trahison par rapport à leur potentiel narratif et symbolique. Heureusement que dans certaines autres œuvres comme Saint Seiya G ou encore Saint Seiya Soul of Gold, ils sont mis en valeur. Soul of Gold qui est l'une des rares œuvres Saint Seiya qui offre une vraie rédemption et une vraie revalorisation de Deathmask et Aphrodite. Il passe de chevaliers méprisés à des personnages nuancés, charismatiques et même attachants. Dans Saint Seiya Soul of Gold, on assiste à une véritable renaissance symbolique et narrative de Deathmask et Aphrodite. Après les événements du Mur des Lamentations, les Chevaliers d'Or sont ressuscités à Asgard, et contrairement à leur traitement dans la série classique ou le film 3D, ici ils sont tous mis en valeur, y compris ceux qu'on avait l'habitude de voir entre guillemets comme les ratés du lot, et c'est là que Deathmask brille particulièrement. Fini le bourreau cynique et cruel, dans Soul of Gold, on découvre un homme tiraillé, qui doute, qui commence à développer même des sentiments pour une jeune femme du coin, Elena. Cette relation le rend profondément humain. Pour la première fois, il montre de l'empathie, de la tendresse et même un désir de protéger. On voit qu'il veut être autre chose qu'un simple outil de mort. Et malgré ses airs de mec détaché, il agit, il se bat pour les autres, pour cette femme, et pour une justice qui commence enfin à faire sens pour lui. Quant à Aphrodite, il reste un personnage élégant et distant, mais on sent une vraie volonté de rachat, une fidélité à Athéna assumée et surtout une prestance à l'écran. Fini le chevalier qu'on oublie, dans Soul of Gold il est stylé, puissant et utile. Ces deux-là ne sont donc plus les antagonistes de service, ce sont des héros à part entière avec leur propre conflit intérieur, leur moment de gloire est surtout une réelle évolution. Et pour beaucoup de fans, Soul of Gold a permis une relecture complète de leurs personnages, ils ne sont plus les chevaliers indignes du Zodiac, ils sont complexes, humains et légitimes. Beaucoup de Chevaliers d'Or n'ont pas eu entre guillemets de gros moments à l'écran, pourtant leurs fans leur accordent plus de respect, souvent pour des raisons esthétiques ou scénaristiques, alors qu'ils ne sont pas fondamentalement plus puissants que Deathmask ou Aphrodite, surtout que Masami Kurumada a dit que les 12 Chevaliers d'Or ont la même puissance, après ce n'est qu'une question d'interprétation, etc. Il est donc crucial de séparer la puissance réelle d'un personnage de la manière dont l'histoire le met en scène. Pendant trop longtemps, Deathmask et Aphrodite ont été moqués, rabaissés, écartés des discussions sérieuses sur les Chevaliers d'Or, trop souvent vus comme les entre guillemets faibles du Zodiac, les deux maudits du sanctuaire. Mais en réalité, ils ont simplement été victimes de leur rôle narratif, de la lumière qui a choisi d'éclairer d'autres héros et de leur loyauté envers une cause qui s'est révélée injuste. Pourtant leur puissance est bien réelle, ils ont défié Aiolos, éliminé des adversaires redoutables, affronté Shun et Shiryu dans des combats aussi philosophiques que physiques, et même trouvé la voie de la rédemption dans Saint Seiya Soul of Gold. Deathmask, autrefois symbole de cruauté, devient un homme capable d'aimer, de protéger, de douter. Aphrodite, l'assassin raffiné, incarne une justice de la beauté absolue, dérangeante mais sincère. Ces deux-là ne sont pas faibles, ce sont des chevaliers d'or, et leur vraie puissance ne se mesure pas juste en coup de poing, mais en conviction, en dualité, en évolution. Alors non, Aphrodite et Deathmask ne sont pas les moins puissants, ce sont juste les plus incompris. Et toi, as-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie ?